Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom l'IA au service du design UI et UX. Ce séminaire se tournera autour d'une introduction générale concernant l'UI et l'UX et comment l'IA a croisé le design UI et UX. Nous avons également les enjeux contemporains de l'intégration de l'IA en UI et UX, que ce soit la transformation, la personnalisation et automatisation, les applications concrètes de l'IA dans le design UI et UX, outils actuels ou bien interfaces, ou bien également les chatbots assistants et intelligentes et interfaces conversationnelles, et quelques exemplaires que Dr. Leila va vous donner. Nous avons également les perspectives et évolutions futures et également, nous aurons enfin le bilan critique et des recommandations pour les designers et les chercheurs. Tout cela avec Dr. Leila Aouni, enseignante dans diverses universités et tutrice en graphic design. Accordons maintenant la parole à Dr. Leila. Dr. Leila, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois dans un séminaire qui me passionne, avec des thèmes qui me passionnent de plus en plus, surtout avec l'intelligence artificielle qui prend un boom extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle au service du design UX. Auparavant, j'ai fait un séminaire ici, même avec l'Université Mid-Ocean, que je remercie toujours de m'avoir donné cette occasion où j'ai un tout petit peu mis en avance le design UX et le design graphique. Donc aujourd'hui, comme vous savez, moi je suis designer dans diverses universités et puis j'ai aussi une connaissance dans le prototypage et le UX ainsi que le design web. Donc tout ce qui est nouvelle technologie et de l'image, l'intelligence de l'image surtout créée avec intelligence artificielle. Du côté design, puisque moi-même, je suis designer graphiste. Donc, je ne vais pas redire ce que Madame Alec vous a dit par rapport à la table des matières, mais on va commencer quand même avec une introduction et pour définir un tout petit peu, pour ceux qui n'ont pas été là, pour le design UX dans mon séminaire sur le UX et le design graphique. Et puis, on va terminer avec une conclusion sur les réflexions critiques et les recommandations pour les chercheurs et les designers, avec bien sûr vos questions et vos références. Donc, on va commencer avec l'introduction générale. J'aurais aimé ne pas le faire, cette introduction, mais comme on parle de UX, il y en a ceux qui n'ont pas vu le dernier séminaire. C'est pas le dernier, mais c'était peut-être le deuxième ou le troisième. Peut-être Madame Malek euh, rectifiera ça. Mais c'était, vous pouvez le voir sur YouTube. Mais je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas été là, donc je dois définir le UX. Je ne vais pas m'attarder beaucoup parce qu'on a fait tout un séminaire là-dessus. Et on va voir comment croiser l'intelligence artificielle avec le design UX et pourquoi. OK? Donc, la définition de UX, c'est que dans l'ère du numérique, avec l'avènement web, ça veut dire depuis que le web a existé, hein, le web design a pris tout son ampleur par rapport à tout ce qui se passe dans le web. Et aujourd'hui, avec le design UX, ce qu'on appelle le UI, c'est User Interface, et le UX, c'est User Experience, ça veut dire que c'est l'ensemble des pratiques qui sont focalisées sur l'interface web. Okay? Que ce soit esthétiquement, que ce soit aussi intuitivement, mais ça serait concentré et centré sur les besoins des utilisateurs, ça veut dire les internautes tels que nous le sommes de plus en plus. Donc, UI, User Interface, interface utilisateur, c'est un designer qui s'occupe de tout ce qui se rapporte aux éléments visuels. Ça veut dire qu'il s'occupe du design des boutons, des couleurs de l'interface, la typographie du texte, tout le visuel d'une application, que ce soit mobile ou autre, mais pour tout ça, pour créer une interface claire, esthétique, ça veut dire belle, OK, et intuitive. Bien sûr, tout ça fait que le designer UI
est plus attiré vers le design graphique. C'est pour ça, par exemple, moi, je suis plus dans le UI design que le UX designer. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le UX designer, ça veut dire le user experience, il s'occupe et il est surtout spécialiste de comment interagir, comment l'internaute ou comment l'utilisateur interagit avec le produit, ça veut dire le site web ou l'application mobile ou même maintenant l'application de la montre intelligente, plus tard avec les lunettes intelligentes, etc., etc., pour rendre l'expérience de cet internaute beaucoup plus fluide, adapté à ses besoins à lui. Donc, il s'occupe et il se concentre sur la rapidité, par exemple, d'un parcours d'achat sur un site web, un site e-commerce. Si il s'intéresse aussi aux confiances, le sentiment de confiance qui est ressenti par rapport à un site de santé, la compatibilité par rapport à un support graphique, un support plutôt, excusez-moi, un support tels que les smartphones, les tablettes, les iPhones, etc. Puis les Android, c'est pas pareil. Donc, et puis le petit écran, le grand écran. Tout est vraiment là-dessus pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. En résumé, hein, j'ai résumé vite fait le séminaire qu'on a fait ensemble la dernière fois, c'est que le UX designer décide de tout ce qui est fonctionnalité. OK? Donc, il est concentré sur la fonctionnalité. Par contre, le UI designer s'intéresse à l'apparence, hein, l'apparence du site web. Et d'ailleurs, les images que je mets ici, ce sont tous des images libres de droit que je prends de Adobe iStock, puisque moi, je suis designer et je suis toujours abonné. Ces images-là disent beaucoup parce qu'on fait comme si c'était le globe, hein, de la tête. La partie droite, hein, c'est tout ce qui est rationalité et la partie gauche, c'est tout ce qui est sensibilité. Donc, le UX et le UI designer, c'est comme le cerveau, ils travaillent toujours ensemble, les deux globes, hein, donc ils doivent travailler ensemble et communiquer et collaborer pour une meilleure complémentarité face à cette interface de site web ou d'application mobile pour qu'elle soit la plus intuitive et la plus fonctionnelle et la plus belle aussi. Donc, c'est très important que le UX designer collaborent et se complémentent ensemble. D'ailleurs, j'ai mis un tableau comparatif entre le UI et UX. Pour ne rien vous cacher, ce tableau, je l'ai mis sur ChatGPT. J'ai dit à ChatGPT avec un prompt, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner un tableau comparatif entre UI et UX? Eh bien, tout de suite, il me l'a fait sortir. Là, pour vous dire que même ChatGPT fait partie de cette intelligence artificielle dans le UI et UX design. Donc, j'ai testé aussi Copilot, mais il m'a montré presque la même chose. Donc, j'ai mis ce tableau pour vous dire qu'on est là-dedans, qu'on le veuille ou pas. Le UX design, vous l'avez déjà testé sans que vous sachiez c'est quoi. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, regardez ce tableau comparatif entre le UI et le UX designer. C'est qu'on se focalise pour le UI designer sur le visuel. Par contre, dans le UX, on se focalise sur le ressenti, l'utilité. L'objectif dans le UI, c'est séduire avec les couleurs, les textures, les visuels. Par contre, le UX designer, c'est pour fidéliser, pour satisfaire. Les outils sont complètement aussi différents parce que les outils de UI designer, c'est des outils graphiques, entre guillemets, hein, mais c'est des outils graphiques pour le UI UX design, tels que Adobe XD, qu'on a vu dans notre séminaire, hein, que vous pouvez voir, et puis Figma, puis Sketch. Par contre, le UX designer, il vient du monde du marketing web, hein, et il va faire des personas, des wireframes, ça veut dire des mock-ups, des tests utilisateurs tels que Lookbook, etc. Donc, c'est deux systèmes différents, mais qui se complémentent, qui est beaucoup et qui collaborent ensemble tout le temps. D'ailleurs, il y en a aussi des designers qui sont UI, UX. Ils sont toujours dans la même personne, hein, qui sont vraiment dans le X, UI, UX design, et il peut être les deux, bien sûr. Ceci dit, dans
cette partie-là, pourquoi cette intelligence artificielle qui a frappé fort dans le UI/UX design. Hein. Le UI/UX design se concentre sur l'humain parce que on voit des intelligences artificielles qui agissent à travers des interfaces personnalisées. On se fait vraiment avec des attentes d'utilisateurs qui deviennent de plus en plus exigeants. En effet, dans les interfaces qu'on voit maintenant sur le site web, surtout les applications hein, mobile, etc., on voit que les interfaces deviennent de plus en plus intelligentes et adaptatives. Qu'est-ce que ça veut dire adaptatif? Ça veut dire que l'expérience utilisateur devient prédictive, devient en temps réel et l'intelligence artificielle permet d'analyser tout le comportement de ce internaute. Et les données sont déjà sur l'interface pour proposer plus d'adaptabilité hein, et plus d'outils et plus de proximité vers l'humain. D'ailleurs, vous pouvez regarder vos Instagram, vos Facebook, vos TikTok ou X. Hein, vous pouvez dire que, par exemple, le profil avec votre nom, combien vous avez fait de partages, combien vous avez fait d'activités, etc. Donc, c'est très important de voir ces interfaces qui deviennent plus intelligentes et plus adaptatives. Il y a aussi pourquoi on croise l'intelligence artificielle avec le UX de plus en plus et ça se travaille comme ça maintenant. Hein. Il n'y a pas photo qu'on travaille sans l'intelligence artificielle. Donc, on va automatiser et accélérer le processus de conception. Hein. Donc, il y a des outils pour l'intelligence artificielle hein, qui permettent de gagner un temps précieux. Hein. On génère des maquettes tels que Wizard. On va voir une vidéo après, vous allez me comprendre qu'est-ce qu'il fait Wizard. Hein? Il génère des maquettes. Et on va générer des mises en page et colorer avec un aspect graphique avec Figma. Par exemple, Figma, là, il a voulu prendre aussi même Adobe XD, mais ils se sont un petit peu chicanés hein, pour que, ça veut dire ils se sont un tout petit peu battus, hein, mais chacun garde son soi, mais Figma a pris toute une ampleur incroyable. Je pense même qu'au niveau design graphique, que Figma va prendre même, il va bouffer hein, le côté graphique de Adobe, la suite Adobe telle que Illustrator, Photoshop, etc. Puis aussi, ça permet de détecter des erreurs. Hein. Pour le test du site web, on va aller vers des testeurs sans coder, sans rien du tout, sans faire du coding ou du HTML, CSS ou de la programmation. On va gagner du temps pour ça. On va tester à même le prototypage et ça, après, on va le mettre chez le programmateur. Donc, on gagne aussi du temps hein, et on voit des incohérences visuelles. Donc, le designer ici se concentre de plus en plus sur sa stratégie et sa créativité. On ne va pas se concentrer sur les erreurs de HTML, de CSS, de programmation. Non, on va aller directement sur le design, sur l'utilité et la fonctionnalité du site web et c'est comme ça qu'on gagne un temps fou et on accélère le processus de conception. Moi-même, je l'ai essayé. C'est vrai que moi, par exemple, là maintenant, je vous le dis, je ne touche plus à aucun mot de coding jusqu'à ce que le programmateur prend en charge tout mon design à moi. Donc, je crée mon design tout simplement sur Figma, je fais mon prototypage, puis je passe tout à mon programmateur après avoir testé tout ça. Donc, ça fait vraiment un boom incroyable, y compris dans le temps, mais aussi dans le gain, parce que même les grandes entreprises appellent beaucoup les UI et UX designers beaucoup plus que un intégrateur, par exemple. Et ça permet aussi une personnalisation à grande échelle. Hein, une personnalisation à grande échelle avec la réalisation des interfaces sur tous les écrans.
hein. On recommande, par exemple, un contenu selon l'historique de navigation, on adapte une interface selon le profil utilisateur, on modifie l'agencement, par exemple, dans l'agencement de la mise en page d'un grand écran sur jusqu'à une application ou un écran de montre intelligente. Mais c'est surtout, on personnalise. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous rentrez sur Facebook ou sur Instagram et vous voyez toujours les mêmes choses, vous dites pourquoi? Parce que vous avez fait une recherche sur Google, hein, sur un produit ou sur un concept, et là, boum, la Meta, hein, la plateforme Meta, prend en charge tout votre profil, langue, préférences visuelles, âge. Je me souviens qu'un jour, ma mère m'a dit, je vous dis là, une expérience assez intéressante, ma mère qui a son profil sur Facebook, hein, et elle me disait, ah, j'ai vu ceci, je vis cela, est-ce que tu l'as vu, cette vidéo? Je lui ai dit, mais non, maman. Mais comment? Tout le monde l'a vu. Je lui ai dit, non, c'est toi seulement qui l'as vu. Parce que la programmation, la personnalisation à grande échelle de l'intelligence artificielle fait que vous voyez toujours les mêmes choses que vous aimez et vous croyez que tout le monde a vu la même chose. Ah non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a eu des propagandes, etc. Nanana. Donc, méfiez-vous de tout ça parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi aussi les outils d'intelligence artificielle contribuent aussi à la lecture vocale automatisée? Il y a aussi, hein, rappelez-vous de Siri sur votre iPhone, Alexa sur votre Android, hein, des sous-titres en temps réel, vite fait, il y a des sous-titres, des détections de contraste aussi sur le clavier, et cela permet aux designers de répondre à cette inclusion et à cet enjeu d'accessibilité, surtout à un plus large public que vous imaginez. C'est tous les internautes du monde. Hein, vous voyez, c'est global là maintenant, on n'est plus dans le local. Hmm. Puis aussi, c'est créer des expériences conversationnelles émotionnelles. L'intelligence artificielle fait que on a des chatbox. Là, les chatbox sont partout dans tous les sites, hein, que ce soit gouvernemental ou des sites d'achat ou d'autres sites. Et on va voir qu'avec Siri, avec Alexa, avec ChatGPT, il y a une interaction entre homme-machine. Vous croyez que derrière le chatbox, il y a un humain? Non, détrompez-vous. Une intelligence artificielle, mais qui parfois, si elle ne résout pas le problème, elle va vous envoyer vers quelqu'un qui est un humain et il parlera avec vous en tant qu'humain. Mais cette expérience conversationnelle et émotionnelle, elle est partout maintenant et ça rend la dimension de l'expérience utilisateur beaucoup plus interactive, beaucoup plus sensible, beaucoup plus contextuelle et je peux dire même beaucoup plus humanisé. Ouais, et c'est ça l'enjeu majeur de cette humanisation de l'intelligence artificielle. Et ça fait peur, franchement, ça fait peur. Bref, donc, pour conclure cette partie-là, je vous dis que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le designer UX, mais elle devient un partenaire stratégique. Ça veut dire il n'y a pas un designer UX qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Il ne peut même pas parce que ça, pour traiter des volumes de données immenses, de générer des solutions beaucoup plus évolutives, là, c'est impossible de faire à l'échelle humaine. Donc, l'intelligence artificielle est venue aider tous l'humain et le designer UX pour inventer une nouvelle manière de création, une nouvelle manière de personnalisation de l'interface visuelle. Et ça doit être en principe plus efficace et plus humaine. Et oui, on est là déjà. Ouais. Deuxième partie. Deuxième partie, j'ai jugé très important de faire l'enjeu et de donner une image sur les enjeux contemporains de l'intégration de l'intelligence artificielle en UI/UX. Et on va voir les transformations des méthodes de conception et la personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc, la transformation des méthodes, ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Avant,
Avant ça, on est concentré sur l'utilisateur et maintenant, on est de plus en plus vers les données. Ça veut dire que c'est les données qu'on va déchiffrer. Et à partir des données, on va donner une interface qui est capable de réagir avec les intentions et la psychologie humaine. Tout ce que vous voyez dans les applications mobiles, dans les sites web, sachez-le que c'était des décisions de conception. Ce n'est pas l'algorithme, oui, l'algorithme, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, mais il y a aussi toute une recherche derrière. Donc, les outils d'intelligence artificielle avec le dynamisme homme-machine qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'algorithme devient très puissant. Et le designer devient concentré beaucoup plus sur les données parce que le design, avant, on faisait surtout ceux qui font du marketing web, sont surtout basés sur des personas, des études de marché, des entretiens, des tests, des cartes d'empathie. Ben maintenant, avec les données, tout est là. Hein. Voyez-vous ici, je vais revenir un tout petit peu pour que vous fasse comprendre. Oui, hein, rappelez-vous de cette adaptabilité. Vous pouvez trouver votre profil et tout ce que vous voulez. OK? Donc, c'est très, très important de dire que tout est là avec les données. Pourquoi aller chercher ailleurs d'autres informations? OK? Donc, avec l'intelligence artificielle, le designer va chercher dans les données. Vous allez voir que le designer va tester votre comportement avec tout ce qu'il y a, hein, et il optimise même une continuité. Ça veut dire qu'il va voir un design mesurable à votre situation, à votre intérêt, à votre consommation, hein, parce qu'on consomme. Et, mais là, il faut qu'il interprète sans perdre l'humain en question, parce que l'humain reste l'humain et l'intelligence artificielle restera toujours une machine. La co-création homme-machine, cela veut dire que dans le UI UX design, quand on fait une création de site web où on crée un prototype, une application web, etc., ou une application mobile, on voit que le designer initie à la création par rapport à son intention, hein, et sa culture visuelle. Hein. Cela dépend. Vous savez, les goûts et les couleurs sont complètement différents. Au Moyen-Orient, ce n'est pas comme en Occident et ce n'est pas au Japon et en Chine. Donc, vous voyez que ça change. Donc, ça dépend de sa culture visuelle. Mais l'intelligence artificielle proposera ces variantes, hein, qui seront basées sur les données. Ça veut dire que si vous travaillez à l'international, vous allez récolter les données, hein, et à partir de ces données, vous allez mettre le design ou créer le design qu'il faut. Ça veut dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, le Coca-Cola, hein, ça se boit partout dans le monde, mais sachez-le que la publicité, par exemple, n'est pas la même qu'aux États-Unis ou en France ou en Arabie Saoudite ou au Zimbabwe ou au Chili ou même à Tokyo ou en Malaisie. Donc, c'est très différent parce que les variantes et les données et les goûts changent un tout petit peu. Donc, on s'adapte par rapport à ce design. Puis, le designer valide et oriente cette créativité. Hein. Donc, c'est en fait l'intelligence artificielle, c'est lui qui va lui donner toutes les données possibles pour qu'il puisse réussir son design. Donc, la créativité restera toujours humaine. Mais par contre, hein, tout ce qui se passe du côté des données et l'immensité des données, hein, vont être plus faciles pour le designer. Et cela répond plus rapidement, hein, aux besoins des utilisateurs dans un site web ou une application mobile. Donc, on voit très bien cette partie qui est incroyablement faite par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a aussi une personnalisation de l'expérience utilisateur. Bah, c'est ce que j'ai dit, l'exemple de ma mère, OK? Hein? Ça transforme cette expérience personnalisée. Elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en temps réel, elle est évolutive, elle s'adapte automatiquement. C'est fou. Parfois, je me dis, est-ce qu'ils entendent?
hein? Est-ce que l'ordinateur m'entend ce que je dis, hein? Et oui, avec Siri, c'est ça la question. Avec Siri, hein, on peut avoir ces trucs-là. Hein, par exemple, sur mon iPhone, si je laisse Siri ouvert, il va m'entendre et il va s'adapter après. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Et c'est ça, le UX design. Donc, il y a des recommandations dynamiques. Par exemple, l'intelligence artificielle permet de prédire les préférences de l'utilisateur. C'est pour ça que vous trouvez, hein, les mêmes articles qui se répètent parce que vous aimez, par exemple, les robes rouges, hein, ou vous aimez les baskets Nike au lieu de Adidas. Donc, vous allez avoir les publicités de Nike. Donc, là, c'est une adaptabilité personnalisée au profil et au comportement de l'utilisateur. Exemple, et là, on va traiter quelques cas d'études. Amazon, recommandation de produits basés sur l'historique. Votre historique, je ne sais pas si vous utilisez Amazon, hein, l'historique reste et il va vous recommander presque les mêmes articles ou alors des articles qui sont complémentaires. Netflix, quand vous regardez un film, il va se mettre, vous pouvez regarder le même genre de film, OK? Le e-learning, les sites e-commerce, toute l'expérience devient plus fluide, engageante, mais surtout fidélisante. Hein, on fidélise comme ça les clients. Ils connaissent l'intelligence artificielle, facilite les données pour donner ces données aux designers et c'est à partir de ça, il va vous fidéliser, vous attirer, vous rester avec eux. Donc, c'est incroyablement flippant parfois. Oui, l'interface adaptative en temps réel aussi. L'interface adaptative en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle, on s'ajuste à l'environnement et l'état de l'utilisateur. Par exemple, hein, je ne sais pas si vous avez des applications mobiles surtout, hein, quand ça fait nuit, ça devient noir. Moi, par exemple, mon ordi, dès que je passe à la version au mode nuit, bah, il va changer de couleur. OK? La localisation géographique aussi. La localisation, beaucoup d'applications vous disent où est votre localisation. Donc, c'est la géolocalisation qui s'adapte aussi à l'état de l'utilisateur et l'environnement. Hein. Par exemple, quand j'ouvre Netflix à Montréal, c'est pas la même chose quand j'ouvre mon Netflix dans mon pays natal, qui est la Tunisie, à Tunis. Donc, à Tunis, par exemple, je trouve là pas la même chose. Il y a des films égyptiens, des films arabes qui s'ajoutent, alors qu'à Montréal, il n'y a rien du tout. Vous voyez, c'est quand vous partez ailleurs dans un autre pays, eh ben, toutes ces applications changent à travers votre localisation. Et ça s'appelle l'adaptation émotionnelle. La tonalité ou visuelle s'ajuste avec même votre visage, OK? La reconnaissance visuelle, etc. On a fait un séminaire ici avec Mid-Ocean University, hein, pour tout ce qui est outils intelligence artificielle. C'est fou combien le visage aussi est parfois, bien sûr, plus tard, et je pense que c'est déjà fait avec l'iris, hein, donc c'est de l'œil. Donc ici, le résultat de l'expérience devient beaucoup plus fluide, plus personnalisé, plus intuitif, mais il faut vraiment s'ajuster par rapport à tout ce qui est enjeu éthique. On va voir à la fin les critiques qu'on va voir ensemble. Donc la conclusion de cette partie 2, c'est que l'intelligence artificielle bouleverse. Ça, on le sait, toutes les méthodes classiques du design UX qu'on appelle le design web en totalité. OK? Elle ouvre la voie vers des interfaces plus flexibles, plus personnalisées, capables de répondre, hein, aux besoins des utilisateurs. OK? Donc, c'est vraiment très, très proche de l'utilisateur. Elle introduit une nouvelle logique de conception, ce qu'on appelle la logique de conception augmentée, la réalité augmentée, avec des données enrichies, etc., et d'une intelligence, hein, un peu, pas un peu, mais une intelligence artificielle.
Puis, la seule chose qui dérange un tout petit peu, c'est que la nouvelle éthique design, il faut que le design se concentre aussi sur l'inclusion, l'humain et la transparence des données. Et ça, c'est vraiment un problème jusqu'à maintenant. Google, par exemple, rencontre beaucoup de problèmes. Apple rencontre beaucoup de problèmes par rapport à ça. On appelle ça les problèmes éthiques du design. Donc, il y a beaucoup d'innovations et on est là-dedans. Hein, on est là-dedans. Maintenant, troisième partie. J'ai jugé important de vous montrer l'application de l'intelligence artificielle dans le design UI, UX. Par exemple, on va voir quelques outils. On va voir des interfaces génératives et adaptatives, les chatbots avec les assistants intelligents et les interfaces conversationnelles. Et on va voir le cas d'Amazon, de Netflix et de Spotify, parce que je sais que partout dans le monde, tout le monde connaît Amazon, tout le monde connaît Netflix, tout le monde connaît Spotify. Je ne vais pas avoir d'autres cas d'études dont parfois, par exemple, les Chinois ne connaissent pas. OK? Ou les Sud-Américains ne connaissent pas. Ça, c'est tout le monde le connaît. Donc, les outils de l'intelligence artificielle pour le UX. Donc, on va voir beaucoup de logiciels qui embarquent dans cette fonction d'intelligence artificielle, mais qui y a pour but d'enrichir et de soutenir le travail du designer. Moi, comme je vous dis, je suis plus dans le UI design que le UX design, mais le UX design, pas forcément, je le comprends. Donc, les outils ne vont pas remplacer ce designer, OK? Mais c'est juste, ils vont accélérer le processus de création. Ils réduisent les tâches répétitives pour augmenter le temps de créativité et favorisent une personnalisation des interfaces. On trouve Adobe Sensei. Adobe Sensei, je l'ai utilisé un tout petit peu pour l'interface. C'est à peu près le Adobe XD, une création avec une intelligence artificielle. Il y a Wizard. Wizard, il est super bien pour tout ce qui est maquette et mock-up de ce qu'on appelle le wireframe dans le design, dans la conception web. C'est plus dans le UX design que ce outil est utilisé. Figma. Figma, là, c'est mon dada. Figma, c'est comme le XD que j'ai montré dans le séminaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour le prototypage, le design, la fluidité. On fait des animations, etc. On teste même le site web directement sans passer par aucun code. Voyez-vous, aucun code. Moi, c'était libérateur. Franchement, je vous parle de mes sentiments et de mon expérience. C'était libérateur parce que moi, j'aime pas les codes. Je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le design, dans tout ce qui est beau. Et Figma a fait mon affaire. Et d'ailleurs, le XD va être obsolète, mais Figma prend de plus en plus d'ampleur. C'est la même chose, c'est la même interface que XD, c'est presque tout pareil, mais avec plus de préférences, d'outils, etc. Galileo, c'est la même chose que Figma, c'est plus le design. Locofy, il fait le design et le code en même temps. Ça, c'est intéressant pour ceux qui font du UX design, plus précisément dans l'intégration web. Et Framer IA qui se développe à côté de Figma, mais Figma reste le summum. OK? Là, je vous invite à voir avec moi une petite vidéo sur les meilleurs outils UX de 2025 que j'ai trouvé sur YouTube. Allez-y. In 2025, UI/UX design has evolved faster than ever. From AI-assisted wireframes to real-time collaboration, I've never felt so supercharged as a designer. Today, I'm breaking down the best tools that are leveling up our workflows, so you can design smarter, faster, and honestly, a lot better. Why is 2025 such a breakthrough year for design? Generative AI, no-code platforms, and 3D prototyping have hit the mainstream. Now, creating stunning digital experiences is less about wrestling with tech and more about unleashing creativity. Let's dive straight into the tools that are shaping this new era.
First up is Figma AI, still the king of collaboration. Figma's new AI copilots, game changer. Think automated wireframes, instant component generation, and real-time accessibility checks all baked in. If you're building with a team, this is still the go-to for live edits, feedback, and speed. Next, Framer. This is my favorite for building stunning websites. No code required. Framer's 2025 update, motion design, built-in SEO tools, and CMS features all in one place. You get pro-level animation and launch-ready sites in a fraction of the time. If you're looking for an open-source hero, meet Penpot. It's quickly becoming the first true alternative to Figma, especially for dev-heavy teams that want design and development to play nice together. Collaboration and design handoff just got way smoother. Usered is next. If you're not a pro designer or you want to build prototypes fast, this tool's for you. Sketch your idea, snap a pic, and let the AI do the rest. It's surprisingly good for startups and product managers who need MVPs yesterday. Want to get into 3D UI but don't want to learn Blender? Check out Spline. It's the easiest way I've found to add interactive 3D elements to websites and apps. Drag, drop, and publish. Just like that. Now, for the AI site building crowd, Reloom powered by ChatGPT. You literally type out a prompt and Reloom generates complete UI flows, pages, layouts, everything. Welcome to the age of conversational design. A few rapid-fire favorites before we wrap up. Locafy turns your designs into React code. Maze makes user testing insanely fast. Zeppelin nails the dev handoff. And Magician is my favorite Figma plugin for generative AI magic. So, which tool should you use? Whether you're a veteran or a beginner, 2025's toolkit is more powerful and more accessible than ever. The right tool will save you hours and maybe even unlock your next big idea. Like this video? Hit subscribe for more design tech reviews. And tell me, which tool are you? Voilà, donc j'espère que je vous ai un tout petit peu mis dans le bain de cette intelligence artificielle et les tools qu'il y a. C'est incroyable. C'est juste les best là que je vous ai montré et je vous ai dit que c'était Wizard, Galileo et Figma qui sont les meilleurs avec Adobe Sensei. Maintenant, pour continuer dans cette logique d'intelligence artificielle qui révolutionne le design d'interface, c'est qu'on va aller vers plus de dynamisme pour des bénéfices qui sont purement de gain de temps dans la conception, l'expérience personnalisée et contextuelle et intelligente et l'amélioration de l'engagement de l'utilisateur, ça veut dire fidéliser ce client. Hein, on va voir maintenant l'interface, ou plutôt l'interface générative. Comment cette interface générative peut fidéliser et créer une page et un tableau vite fait, tel que par exemple Galileo, Wizard, Figma. Hein, je vous ai mis un tout petit peu, une petite vidéo que j'ai captée de Figma, juste 2-3 minutes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de son, mais regardez comment, parce que c'est une vidéo que j'ai faite moi-même, que j'ai prise moi-même, avec un prompt. Ça veut dire on écrit. On écrit, par exemple, ce qu'on veut, make a form, filters, et puis on fait une sélection sur Figma et le truc est là. Là, on fait encore un autre visual research pour voir et on va essayer d'aller et faire le prototypage avec les flèches, pour ceux qui ont vu mon séminaire. Donc, on fait le prototypage directement. C'est fou, on peut aller même à replacer un contenu avec juste un prompt, replacer un contenu 4, 5, 6 et basta. Donc, c'est incroyable, et même organiser les calques, ça, c'est le must du must. Donc, voyez-vous, ça, c'est Figma, par exemple, pour les interfaces génératives, comment ils peuvent intégrer vite fait. Ça veut dire que au lieu de passer 2, 3, 4, 5 jours, j'imagine, dans les années 90, avec tout ce qu'il y a comme coding, ils passent 2 mois à faire juste l'image que je vous ai montrée. Avec l'intelligence artificielle, ça prend 2 petites minutes. Il y a aussi, à part les interfaces génératives, il y a les interfaces adaptatives. Les adaptatifs, ça veut dire qu'ils réagissent en temps réel. La localisation, l'heure,
l'historique de l'usage, l'appareil utilisé, est-ce que c'est un Android ou c'est un iOS. Donc, l'interface se réorganise avec le menu. Hein. Donc, par exemple, Figma, je donne toujours Figma parce que Figma, c'est le truc de design graphique que j'aime beaucoup hein, pour le prototypage web. Donc, on crée plus vite fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc avec l'interface générative et adaptative. OK? Maintenant, on passe aussi au chatbox. Un chatbox avec tout ce qui est conversationnel, hein, les banques, les sites commerce, les sites gouvernementaux sont comme ça maintenant. Ça veut dire qu'il y a une interface conversationnelle. Hein. On parle avec Siri. Maintenant, quand je conduis ma voiture, je ne vais pas voir comment je vais appeler. Je vais dire Siri, appelle-moi ce X ou Y. Donc, c'est comme ça que l'interface devient vocale, textuelle et contextuelle. OK? Donc, l'expérience des chatbots sont de plus en plus intuitifs et naturels. Et qu'est-ce que c'est cette interface conversationnelle? C'est qu'elle permet à l'utilisateur d'interagir avec son langage naturel. Ça veut dire vite fait, hein, on écrit, on parle, hein, et puis intégrer une application directe. Hein. Par exemple, un téléphone, je voudrais être sur ma banque, ben, je peux dire à Siri de mettre sur ma banque, ce n'est pas la peine que j'écrive par moi-même. Et le rôle de cette expérience utilisateur, c'est que il y a une accessibilité beaucoup plus fluide. Pour ceux qui ont un peu un handicap, les seniors, les illettrés, ça facilite la vie. Moi, j'ai vu des handicapés qui utilisent ce truc conversationnel, ça veut dire tout ce qui est interface conversationnelle, ça facilite leur vie. Hein. Puis la fluidité, l'utilisation accès l'information est vitement accessible. La personnalisation, donc avec le profil et le contexte de l'utilisateur. On trouve ça dans ChatGPT, on trouve ça dans Siri, dans Alexa, dans Google Assistant et tous les autres sites web, banque, e-commerce, e-learning. OK? Tout ça, y compris le chat qu'on va voir nous deux hein, avec Teams. OK? Maintenant, je vais aller vers l'étude de cas Amazon. Et pour l'étude de cas Amazon, qui sont dans l'intelligence artificielle. C'est, comme je vous ai dit, ces trois, je les ai utilisés parce que tout le monde les connaît. Hein, et l'expérience utilisateur devient plus intelligente, plus adaptative et plus engageante. Mais pour ça, je vais aller mettre quelques vidéos vite fait hein, sur des articles de presse. Hein, c'est dans la télé. Ce sont des plateaux de télé qui parlent de cette intelligence artificielle qui est sur les sites Amazon, Netflix et Spotify. Donc, on va voir Amazon qui est une recommandation intelligente. Ça veut dire le temps réel des achats, l'historique de navigation, la personnalisation de l'utilisateur. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer là, c'est que même l'intelligence artificielle est rentrée pour limiter l'envoi de produits endommagés. Et écoutez ce plateau TV. L'intelligence artificielle est partout. Bah oui, je suis désolée, c'est partout. C'est évidemment chez Amazon qui mise dessus pour limiter l'envoi de produits endommagés aux clients. Noémie Vira, ça a été déployé dans 12 entrepôts. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça montre la volonté, encore une fois, d'Amazon d'être plus rentable, plus efficace grâce à l'intelligence artificielle, la technologie. C'est vrai que jusqu'à présent, cette vérification, elle était effectuée manuellement par les employés de l'entrepôt. Donc, les employés qui vérifient chaque produit, s'il présente des signes d'usure, s'il présente des défauts avant expédition au client. C'est une tâche hyper chronophage dans la chaîne logistique d'Amazon, sachant qu'il y a moins d'un produit sur 1000 qui est endommagé. Donc, 0,1% de produits non conformes. Donc, chez Amazon, et donc, pourtant, Amazon doit gérer 8 milliards de colis par an. Et en fin de compte, ça reste un chiffre important. Donc, bah oui, 0,1% de 8 milliards, je ne sais pas calculer, mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Donc, l'objectif... millions de colis qui sont endommagés. Oui, c'est ça. Ouais.
Donc l'objectif grâce à l'intelligence artificielle, c'est de réduire le nombre d'articles endommagés envoyés aux clients. Alors, est-ce que l'IA est plus efficace que l'humain en la matière? C'est une très belle question. C'est Amazon que l'intelligence artificielle est 3 fois plus efficace pour identifier les articles endommagés. Malheureusement. Il faut tout de même souligner que si l'intelligence artificielle détecte un défaut sur un produit, il y a un bac qui se déplace automatiquement vers un employé qui, lui, va examiner le produit de manière plus précise, de plus près. Donc, une présence humaine reste essentielle. Alors, c'est vrai qu'Amazon a fait le choix d'automatiser davantage ses entrepôts. La société l'a expliqué par plusieurs raisons, un manque de main-d'œuvre, mais aussi la volonté de réduire la pénibilité au travail en confiant des tâches difficiles et chronophages à des robots. Donc, qui sait, peut-être qu'ils utiliseront les robots Deo d'OpenAI, c'est possible. En tout cas, pour Amazon, la réduction du nombre de marchandises endommagées expédiées est cruciale pour améliorer l'expérience client. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser le plus possible. Oui. Jusqu'à la livraison, après, pour la vérification des colis endommagés. Ah oui. L'IA qui vérifierait que le livreur ne force pas comme un malade dans la boîte aux lettres, ça pourrait être pas mal aussi. Et oui, voyez-vous, c'est incroyable. On va aller vers l'intelligence artificielle de plus en plus pour ces plateformes. Il y a aussi Netflix qui teste le contenu de plusieurs versions d'affiches, des titres. Il détermine aussi la version générée par plus d'engagement dans votre profil même d'utilisateur. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous aimez ce genre de film, il va vous donner les films qu'il y a. Mais il y a tellement de nouveautés sur Netflix. Je vous laisse, on ne va pas la voir toute en entière parce qu'elle est assez longue cette vidéo. On va voir juste les 5 petites premières minutes. Révolutionne son interface aussi bien sur TV que sur mobile. Le géant de la SVOD a effectivement présenté une refonte intégrale de sa plateforme. L'objectif, faciliter la recherche de programmes, faire gagner du temps aux utilisateurs et utiliser une IA encore plus poussée pour les recommandations. Bref, c'est du sérieux et ça devrait bientôt arriver chez vous. Netflix serait en train de revoir complètement son interface. Qu'est-ce qui se passe, Nico? C'est même plus que serait en train, puisque hier soir, j'étais dans un brief presse avec les équipes de Netflix qui ont dévoilé cette fameuse nouvelle interface. Donc, on est passé de la rumeur et des spéculations depuis plusieurs mois à du concret. Dans les prochains mois, prochaines semaines, vraisemblablement, vous allez avoir une toute nouvelle interface sur Netflix. Alors, déjà, l'information importante, c'est que ça concerne surtout la télé, qui aujourd'hui est le moyen principal d'accéder à Netflix. C'est-à-dire que l'application mobile, c'est pas là où il y a le plus de changements. Par contre, sur télévision, on a un tout nouvel écran d'accueil que vous allez voir dans un instant, qui désormais personnalise vraiment l'interface avec du plein écran. Donc l'idée, c'est quand vous allez ouvrir la page d'accueil de Netflix, vous allez avoir des contenus proposés. C'est plus un carrousel avec plein de choses. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, si Netflix veut que tout le monde regarde Squid Game, vous aurez Squid Game en avant. Pourquoi faire ça? Parce que ça va leur permettre de mettre en avant les contenus sportifs à l'avenir, qui est un des enjeux de Netflix. L'idée, c'est que Netflix veut remplacer la télévision. Netflix veut devenir la principale chose que vous faites quand vous êtes chez vous. Et donc, avec cette interface, ils vont permettre de toucher des gens et d'avoir des phénomènes culturels où tout le monde regarde la même chose. Donc, ça fait partie des gros changements avec cette nouvelle interface. On appelle A/B testing automatisé. En fait, c'est vrai que le dernier truc qui manque à ces plateformes, c'est la rediff de matchs, etc., qui restent en direct sur la télévision hertzienne aujourd'hui. Oui, elles ont expérimenté. Amazon a expérimenté en France avec le football. Aujourd'hui, c'est la plateforme d'Amazon. Mais c'est vrai que Netflix est assez frileux. Ils organisent des tournois de golf, des tournois de tennis. Mais c'est surtout pour faire du test. Généralement, d'ailleurs, ça se passe pas très bien. Ils ont souvent eu des bugs avec les gens qui, du coup, saturent les serveurs. Et sur le stand-up, ils avaient fait ça. Ouais, sur les spectacles. Donc là, l'idée, c'est que Netflix va vraiment avoir cette page d'accueil qui vous met en avant des choses. Et puis, au niveau des contenus suggérés aussi, il y a du changement. C'est-à-dire qu'avant, je pense qu'on a tous râlé pendant des heures et des heures en défilant dans Netflix à voir la vidéo qui se lit en plein derrière, en autoplay. Alors, en fait, maintenant, ça change. Ce qu'on a maintenant quand on défile sur Netflix, c'est qu'on va avoir des affiches affichées verticalement. Et quand on est sur une, en fait, elle s'élargit horizontalement avec la description, avec le texte. Donc, c'est incroyable. Ça peut faire perdre moins de temps quand vous naviguez, de moins vous distraire. Et un changement que j'adore à titre personnel, c'est en haut, ça se voit actuellement, c'est la barre de navigation. Donc pour la première fois sur Netflix, vous allez avoir une barre
accueil, films, séries, jeux vidéo aussi, Ah ouais. qui veulent devenir un hub central. Et ce qui est une très bonne idée, c'est que peu importe ce que vous faites, quand vous appuyez sur le bouton retour, la barre apparaît. Ce qui fait qu'on va vraiment moins perdre de temps à naviguer, à remonter, à chercher la recherche. Tout sera accessible facilement, on n'aura plus d'autoplay, on aura une interface bien adaptée et Netflix prépare vraiment sa mue, l'application principale de votre télévision. Ça c'est incroyable. Et est-ce que, du coup, là, tu m'as parlé donc c'est application télévision, mobile, il n'y aura rien? Non, il n'y a pas rien sur le mobile, il y a de l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a déjà un premier changement. Oui, ils ont renommé leur algorithme en intelligence artificielle. Un petit peu plus que ça quand même. Donc, il y a deux changements sur le mobile. Sur le mobile, on va avoir un fil vertical. En gros, Netflix fait du TikTok. Donc ça sera un TikTok intégré à l'application, mais avec que des extraits de Netflix. Bah non. Intelligent, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui on a une pratique sur TikTok des extraits de films séries avec des gens dans les commentaires qui disent ouais c'est quoi comme film, c'est sur quelle plateforme. Netflix le fait vachement. En gros Netflix va mettre des contenus d'Astérix par exemple, va mettre des contenus de You et si le contenu te plaît tu peux l'ajouter à ta watchlist ou le lancer immédiatement sur ta télé ou sur ton téléphone. Donc ils vont aller attaquer le marché du mobile comme ça et après il y a l'IA qui est le volet le plus important, donc c'est en test seulement sur iPhone dans un premier temps. En gros, c'est un chat GPT relié à la barre de recherche. Incroyable. Donc, au lieu de poser une question sur un sujet précis, tu vas dire, je cherche un film de pirate avec un personnage qui est un petit peu toujours bourré. Enfin, voilà, tu vas décrire ton truc et ça va te dire, tiens, pirater. Oui, non, mais t'as plein de choses. L'idée, en fait, c'est que ça va prendre la forme d'un chatbot. C'est comme si tu parlais à ChatGPT, sauf que ce ChatGPT, au lieu de te suggérer, de te répondre avec des phrases normales, va te suggérer des films et des séries. C'est marrant parce que ça me rappelle vachement ce que tu avais vu. Voilà, donc c'est ça, en fait, c'est incroyable, cette plateforme qui se concentre sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur pour s'engager aux côtés du profil de l'utilisateur et pour générer une utilisation beaucoup plus fluide et engageante. Netflix. Donc, on va aller aussi sur Spotify. Et là, pour Spotify, on ne va pas aussi regarder toute je vais aller beaucoup plus vite parce que Spotify, c'est une adaptation à l'humeur. Et oui, il y a des propositions de playlists personnalisées. Quand vous aimez le rock, il va vous donner le rock. Quand vous êtes vraiment dans une activité sportive, il va mettre les tubes de sport. Si vous êtes avec une humeur un tout petit peu morose, il va s'adapter aussi. Si vous voulez dormir le soir, il s'adaptera. C'est incroyable l'intelligence artificielle, comment elle a pu s'adapter avec même Spotify avec l'humeur. Donc, on va voir un tout petit peu un extrait. Spotify regorge de trésors cachés dont vous ignorez peut-être l'existence. Aujourd'hui, je vais vous présenter 15 fonctionnalités qui vont totalement changer votre façon de l'utiliser. Allons-y, vous avez déjà entendu parler d'une chanson, mais vous ne connaissez pas vraiment son nom? Pas de problème. Tapez simplement au moins 3 mots des paroles dans la recherche Spotify et hop, il n'y avait pas ça. Généralement la chanson que vous recherchez. Vous pouvez même ne faire qu'une seule année, ce qui fonctionne tout aussi bien. Vous pouvez également effectuer une recherche par genre, album, label, etc. Mélanger et associer. Spotify a enfin lancé la possibilité de créer une pochette personnalisée pour une playlist directement sur un appareil mobile. Il vous suffit d'aller dans n'importe quelle playlist que vous avez créée, d'appuyer sur le menu à 3 points et de cliquer sur Créer une pochette. De là, vous pouvez télécharger une photo ou même accéder à la section pochette où vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires comme du texte personnalisé, des masques d'images avec des formes. Donc, on personnalise même l'interface Spotify. Un fil d'actualité déroulant apparaîtra pour vous permettre de prévisualiser rapidement chaque chanson à la manière de TikTok. Oui, ça n'a pas été le cas avant. Spotify crée également des playlists personnalisées qui sont organisées en fonction de la musique que vous avez tendance à écouter. Ma préférée est la playlist en boucle, car elle me donne un aperçu de mes... Voilà, donc il y a tellement de trucs qu'on va voir que c'est de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le propre de l'intelligence artificielle dans le design UI/UX. J'espère que ces vidéos ont eu une petite idée sur ce qui se fait. On voit ça, mais on ne comprend pas. Et d'ailleurs, la conclusion pour cette partie, c'est que les exemples que je vous ai montrés de l'intelligence artificielle ne se limitent pas à automatiser
automatiser les tâches, mais c'est surtout cet enrichissement de cette expérience utilisateur et la personnaliser et pour qu'elle puisse être beaucoup plus intuitive et plus réactive. Donc, les données, en combinant toutes ces données dans les plateformes telles que Amazon, et Netflix et Spotify, cela permettrait à l'utilisateur de se concentrer sur ses exigences, son profil à lui, et ça va être une interaction entre la machine, qui est l'intelligence artificielle, qui va être beaucoup plus efficace. Donc, c'est super intéressant de voir que l'intelligence artificielle est maintenant partout sans vous sachiez que c'était là, hein, mais c'est de l'intelligence quand même artificielle. Alors, pour voir les perspectives et évolutions futures, je vais essayer d'aller vers une UX prédictive et émotionnelle. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les émotions. Le rôle du designer de UX face à cette intelligence artificielle. Et je commence par la prédictivité et l'émotion. Donc, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est participative et anticipative. Ça veut dire qu'elle va prédire votre comportement. Elle est en train de lire votre comportement. Elle détecte même votre humeur. Si c'est la nuit, si vous êtes morose, si vous êtes joyeux, si vous êtes en train de dormir ou se lever. Donc, elle détecte tout ce qu'il y a et ce qu'on appelle le UX devient plus proactif, plus sensible, plus adaptatif. Malheureusement, plus intelligent que nous. Hein? Donc, le UX avec l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle émotionnelle, et l'image que je vous ai mise ici voulait tout dire, hein, elle va détecter toute votre émotion hein, grâce à la reconnaissance vocale, au gestuel, avec les petites étoiles, les petites emojis. Donc, l'interface elle détecte tout votre état émotionnel. Stress, joie, frustration, et elle peut même agir sur votre couleur préférée, etc. Donc, elle analyse votre intention, elle anticipe vos besoins, et cela pour une succession d'actions, une activation sur des services, simplification de l'interface, tout ça pour que l'interface devienne beaucoup plus proactive et empathique avec vous en tant qu'être humain. Et aussi pour que vous agissez avec elle et que vous interagissez avec elle, avec votre propre humeur. Et c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence artificielle émotionnelle. Là aussi, on s'interroge sur le rôle du designer UI, UX face à cette intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'il devient ce designer et ce designer UI/UX? Donc, c'est vrai qu'il collabore hein, activement avec l'intelligence artificielle. Je vous ai dit dès le départ, il n'y a pas un designer UI/UX qui n'est pas dans l'intelligence artificielle. Il ne se peut pas. OK? Donc, c'est essentiel. Donc, il doit critiquer et il doit être responsable de ce qu'il dit. OK? Donc, il est vraiment très engagé, ce qui fait de lui un stratège et un médiateur entre l'humain et la machine. Ce designer va sûrement évoluer encore. Il devient, comme je vous ai dit, le médiateur entre l'humain et la machine et il doit maîtriser non seulement le prompt design, il va dialoguer avec l'intelligence artificielle, pensée algorithmique, il doit comprendre l'intelligence artificielle et les logiques et il doit être éthique, donc il doit être responsable et transparent. Donc, le designer devient alors un curateur et un stratège et un analyste pour que l'intelligence artificielle soit vraiment à son top avec le designer. Elle va redéfinir de toutes les manières et obligatoirement le rôle de ce designer pour qu'il devienne plus critique, plus transversal, plus humain que jamais. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Ils disent que non, l'intelligence artificielle, elle va nous déshumaniser. Pas du tout. Moi, je reste positive. Elle restera qu'un outil.
et c'est l'homme qui va la façonner. Et cela, tout dépend de l'utilisation de l'homme. Si l'homme voudrait avoir l'art et l'intelligence artificielle et la science dans des choses bien, il va le faire que du bien. Sinon, il va virer vers son malheur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très engagé quand il s'agit d'un designer UI/UX. Donc, pour conclure cette partie, face à toutes ces mutations, moi, le rôle de designer ne disparaît pas. Il est là parce que ça reste humain et son rôle va encore plus augmenter parce qu'il va être à la croisée de plusieurs mondes. Il va être non seulement dans la croisée de l'art, la création, l'analyse des données et puis l'éthique, ça veut dire la socio-éthique. Donc, il va être vraiment dans un équilibre. Il doit avoir un équilibre intelligent entre humain et artificiel, ça veut dire l'intelligence artificielle. Et c'est ça le designer UX du futur. Donc, pas grave, vous n'allez pas être décliné. Ben, pour moi, c'est vraiment révélateur d'un nouveau monde et d'un nouveau règne dans ce monde. C'est pour ça que je vous propose cette conclusion générale qui va nous permettre de réfléchir, de critiquer la dépendance aux outils et la recommandation pour les chercheurs et les designers. Et on commence par cette réflexion critique. Il y a beaucoup, je vois d'ailleurs les jeunes qui sont les plus jeunes, ceux qui ont 15 ans, je ne sais pas comment ils vont devenir à 25 ans, ça va nous dire, c'est sûr que ça va se régler, mais l'intelligence artificielle est un espoir et un défi en même temps parce qu'on va améliorer l'expérience utilisateur et tout ce qui est la place du designer, mais il faut qu'on soit vigilant par les risques de la dépendance. Ça veut dire que si je ne sais pas comment faire avec l'intelligence artificielle, je ne pourrai plus travailler. Eh bien, les opportunités sont bel et bien là parce qu'on va gagner d'efficacité, on va beaucoup plus innover, on va augmenter nos intelligences sensibles, mais il y a un risque de uniformisation, tout le monde va avoir la même chose, de dépendance à ces outils pour la création design, puis aussi l'absence de recommandations algorithmiques, ce qui laisse un défi, ce qui donne vraiment et procure un défi qui serait de tirer parti de cette intelligence artificielle sans perdre cette valeur et cette dimension humaine, critique et éthique du design. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et il y a aussi des recommandations. C'est pour ça que face à ce défi, il y a des recommandations pour les chercheurs pour qu'ils redéfinissent les rôles, les compétences et les responsabilités tout en étant dans l'éthique et le design durable. Par exemple, pour les designers, je recommande de développer des compétences, des nouvelles compétences. Il faut que les designers sachent comment faire un plan de design. Il y a beaucoup de designers maintenant qui ne savent pas ce que c'est. Ils sont restés bloqués dans tout ce qui est classique. Eh bien non, pour qu'ils continuent, ils doivent savoir comment. C'est comment mettre un plan de design, comment comprendre des données, comment critiquer, comment créer avec l'intelligence artificielle pour la maîtrise de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels. Par exemple, moi, j'ai toujours l'intelligence artificielle, la fenêtre de l'intelligence artificielle dans mon Illustrator, dans mon Photoshop, dans mon XD et tout le reste. J'adopte aussi une posture de médiateur entre la technologie et les besoins humains. Il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que le technique, il y a aussi l'humain. Ça, c'est pour les designers. Par contre, pour les chercheurs, il faut concevoir des modèles d'intelligence plus transparents et éthiques, travailler dans des systèmes beaucoup plus sensibles, culturels, émotionnels, etc. Puis aussi, il faut qu'ils sachent que les chercheurs explorent les impacts sociaux, culturels de cette intelligence artificielle. Donc, l'approche de cette intelligence artificielle dans le UI/UX, ce serait une responsabilité, une collaboration étroite entre praticiens, chercheurs, technologie et
pour qu'on bâtisse le futur du design. Voilà la conclusion. J'ai mis une petite tools, comment on pourrait travailler avec l'intelligence artificielle. Je vais le laisser pour 3 minutes pour vous, comme vidéo de fin. We will focus on 2 representative AI tools, Wizard Auto Designer and Midjourney. These tools leverage technologies such as machine learning and natural language. On a vu le Midjourney dans un autre séminaire. And intelligent design workflows. We will analyze the influence of these tools on UI/UX designers and discuss their potential impact on the design industry. UI/UX design is a complex and critical field where designers need to invest a considerable amount of time and effort to translate ideas into visual designs. However, with the development of artificial intelligence, AI tools have gradually become valuable assistants for designers, offering them more efficient and innovative design solutions. Wizard Auto Designer. Wizard Auto Designer is an AI-based design tool that can transform textual descriptions into UI designs. Designers only need to provide brief text prompts, and Wizard Auto Designer can automatically generate beautiful UI designs. This tool uses advanced machine learning algorithms to understand the designer's intent and generate corresponding designs based on their input. It significantly enhances the designer's workflow efficiency, allowing them to quickly transform ideas into visual designs. Midjourney. Midjourney is another AI-based design tool that focuses on art generation and web interface design. Designers can use natural language input to have conversations with Midjourney, swiftly visualizing their ideas and generating unique art pieces. This tool employs AI technology to understand the designer's requirements and produce innovative design solutions based on their input. Midjourney not only provides more possibilities for creativity but also facilitates better communication and collaboration with teams and clients. Impact and challenges. The emergence of these AI tools has profoundly changed the way designers work. They offer more efficient design workflows, helping designers realize their creativity faster and offering more creative possibilities. However, AI tools also bring some challenges. Designers need to adapt to new workflows and tools and learn how to effectively collaborate with AI tools. Additionally, designers must maintain their creativity and human uniqueness to ensure that design works resonate with user needs and emotions. The application of AI in UI/UX design tools has brought about a revolutionary impact for designers. AI tools like Wizard Auto Designer and Midjourney enable designers to achieve their ideas more swiftly, provide more creative possibilities, and offer intelligent design processes. Nevertheless, designers must adapt to new workflows and tools while preserving their creativity and human uniqueness. With the continuous development of AI technology, we can expect more innovative UI/UX design tools to emerge, delivering better experiences for both designers and users. Et voilà. Donc, voilà la vidéo de la fin. Donc, on pourrait discuter sur ce séminaire-là juste ici. Merci de votre attention. Merci. J'espère que vous avez bien apprécié cette présentation de l'intelligence artificielle dans le design UI UX. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Laila est à votre disposition, c'est le moment ou jamais. Et le sujet est totalement beau et totalement intéressant. Merci beaucoup. Ah oui, hein, il y a beaucoup d'innovations technologiques et, dans le design, dans tous les domaines, et c'est tellement intéressant, tellement intéressant. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions? Allez tout le monde, pourquoi vous êtes timide?
Peut-être ils ont un autre domaine. Toutes les vidéos, je les ai mis juste en bas. Et j'ai vu que dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre la vidéo? Toutes les vidéos, il y a juste en dessous le lien. Vous pouvez, quand le lien sur YouTube sera mis, vous pouvez avoir ces vidéos. Hein, vous pouvez les mettre sur YouTube. Ils sont tous disponibles. Oui, alors, y a-t-il des réflexions peut-être? Peut-être des réflexions, ce n'est pas des questions, c'est juste des réflexions. Hein. Ok, réflexion, question. Vous pouvez lever la main ou écrire tout ce que vous voulez. Oui, vous pouvez parler. Dire sur le chat. Il ne faut pas être très timide. Hein. Il n'y a aucun problème, je comprends. Bien, je pense que tout est clair et vraiment tout était clair et c'est formidable. Merci beaucoup. J'ai fait autant que faire se peut, que ça soit vraiment beaucoup plus clair que ça, parce que quand même, c'est un domaine que pas tout le monde connaît. Hein, et il est très, 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 très demandé. Oui, je pense que Fatima est en train d'écrire. Ouais. Jusqu'à l'arrivée de Fatima, tout le monde, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, jusqu'à l'arrivée de Fatima, si c'est possible de poser une question. Comme vous le savez, docteur. Oui. Comme vous le savez, docteur, quelques entreprises qui ne veulent plus de designers, malgré qu'ils ont besoin d'eux. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que ces organisations, ces entreprises font le bon choix en se dépendant seulement de l'IA? Ouais, l'IA me fait tout, je n'ai pas besoin d'un design UI ou bien UX. Ou c'est pas le cas et ils doivent connaître que le designer a plus dans sa poche et quelles sont les capacités que le designer peut prouver, doit faire pour qu'il prouve que l'IA n'est juste qu'un petit ami dans sa poche qui peut le mettre dans sa poche. Ah oui, tout à fait. Très belle réflexion, Alec. Très, très bonne question. C'est tout le temps la même question qui se répète. Est-ce qu'on va perdre notre job en tant que designer? OK? Non, on ne va pas les perdre. Je suis convaincue parce que tout ce que vous voyez comme intelligence artificielle sur les plateformes gratuites ou payantes, si vous ne savez pas comment faire, vous ne pouvez pas réussir. Vous allez me dire, oui, il y a des tutoriels sur YouTube, on va essayer de faire ceci, cela et appliquer tout cela. Mais non, parce que ce n'est pas possible vu que si vous avez, par exemple, moi, par exemple, je donne un exemple. Dans ma classe de design pour un design de logo, OK? Je propose une seule entreprise et je dis à mes 25 étudiants devant moi, créez-moi le logo de cette entreprise. Essayez aussi de travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple, OK? Tout le monde va générer la même chose, à peu près. Donc, l'intelligence artificielle va générer des données similaires pour tout le monde, alors qu'un logo doit être unique. La même chose pour le UX. Si vous mettez à Wizard, je veux un mock-up et un wireframe qui est comme ci, comme ça, et puis tout le monde va avoir la même chose parce que c'est les mêmes données qui se donnent, le prompt est le même. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui va faire que votre design est différent? C'est que il y a cette touche humaine. Donc, on va utiliser sûrement l'intelligence artificielle pour des recherches, pour faciliter et accélérer le temps et gagner beaucoup plus de temps pour les données, les recherches inutiles, pour se concentrer sur ce design-là. Donc, il n'y a aucun doute, on va aller vers ça et on est là-dedans, mais le designer va être
indispensable. Donc, il peut, oui, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi j'ai du goût, mais le goût et les couleurs, c'est vrai que ça ne se discute pas. Tu peux dire que le rose, tu l'aimes, alors que l'autre, le rose, ne l'aime pas. Mais comment faire que ce rose ou la teinte d'un rose va être aimé par tous les utilisateurs et tous les consommateurs? Et c'est ça le propre du designer. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, vous pouvez être tout seul, oui, pour une formation ou autre, mais je ne pense pas que l'humain va remplacer, ou plutôt l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain. C'est impossible, surtout dans la matière de création. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, super. C'est-à-dire qu'il y a toujours le goût artistique qui ne va jamais disparaître. Et l'IA ne va jamais nous donner ce goût artistique. C'est impossible. Oui, exactement. C'est comme la révolution industrielle. Tout le monde a craint que, waouh, on ne va plus faire des affichettes. Avant, c'était des affichettes. Hein, mais pas du tout. L'industrialisation a permis d'améliorer les couleurs. Le numérique, l'ordinateur, tous les ingénieurs dans les années 80 ont eu très peur. Oups, il n'y aura plus d'ingénieurs. Eh bien non, il y aura des ingénieurs informatiques. Maintenant, il y aura des ingénieurs et des programmateurs et des designers qui sont avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est tous des outils. L'humain ne disparaîtra. Les jobs vont changer. Hein, il y a des jobs qui vont disparaître, il y a des jobs qui vont apparaître, mais l'activité humaine dans la création, c'est impossible de la perdre. Un créateur restera toujours un créateur. Celui qui a du goût restera toujours avec du goût. Celui qui ne l'a pas, il ne l'a pas. Voilà. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, tout le monde a beaucoup aimé votre séminaire, docteur, et je pense qu'il n'y a rien. Je suis très fière d'être toujours avec vous à l'Université Mid-Ocean et je vous remercie de votre confiance encore une fois. Merci. C'est nous qui devons vous remercier pour toujours dire oui à nos invitations et être impatient de donner ces séminaires. On sait à quel point c'est, comment on va dire, c'est fatigant de faire tout cela, mais vous le faites avec amour, donc c'est avec amour et avec plaisir. Oui. C'est totalement chaud et c'est totalement beau et formidable. Et à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que j'ai tout dit. J'espère se revoir pour d'autres séminaires. Hein? Pourquoi pas pour d'autres sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attirants et beaucoup plus contemporaines et actuelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et pour avoir accepté notre invitation. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore la semaine prochaine avec nos formations que ce soit l'étude de faisabilité d'un projet, ou bien l'anglais des affaires, ou bien la théorie des graphes, ou bien plein d'autres de formations qui vous attendent, et d'ateliers, de séminaires, de concours. Merci à vous tous. On se souhaite une excellente soirée. Au revoir. Bye. Ciao.